Alors, dans le cadre d'une réflexion sur les origines de la guerre en Ukraine, nous allons nous interroger, pour commencer, sur la Russie, son passé, un passé à la fois marqué par l'impérialisme et puis, bien sûr, par la période soviétique qui vit également le développement d'une grande puissance au cœur de laquelle la Russie joua un rôle majeur. Mais commençons en préalable par préciser qu'il n'existe pas de déterminisme historique qui ferait de ce territoire un territoire voué à l'expansionnisme, à l'impérialisme ou à l'autoritarisme autocratique. L'histoire nous montre qu'il n'y a pas de fatalité de destin. Alors pour commencer, un premier élément qui laisse augurer de la complexité des relations entre Ukraine et Russie, eh bien, à l'origine de la construction de la Russie, on a un État qui naît en Ukraine. À partir du IXe siècle, les Varegs, des Scandinaves, des Vikings si l'on préfère, viennent ainsi s'installer du côté de l'actuelle Ukraine et finissent par fonder une principauté autour de la ville de Kiev, une principauté qui va former un temps un puissant État au cœur de cette Europe orientale. Alors cette installation des Varegs les amène à intégrer à leur territoire des populations slaves, mais aussi à entrer en contact avec l'Empire byzantin qu'il faudrait en réalité appeler Empire romain d'Orient, puisque ce n'est que la continuation orientale de l'Empire romain après son partage au IVe siècle de notre ère. Et donc ces contacts avec l'Empire dit byzantin amènent ces Varegs à se convertir au christianisme orthodoxe à travers le baptême de leur chef, Vladimir Ier, en 989. Cette principauté de Kiev finit par connaître une série de difficultés qui conduisent à son morcellement. Et c'est donc depuis une région située autour de la ville de Moscou, la Moscovie, qui était intégrée à l'ancienne principauté, eh bien, que se construit le nouvel État russe. Et comme on le voit sur cette carte, si la Moscovie était à l'origine peu étendue, eh bien la Russie finit par former un très vaste territoire, le plus vaste territoire du monde, à travers un processus d'expansion territoriale qui s'étale sur de nombreuses années, sur des siècles même en réalité. La construction de ce vaste État, le processus d'expansion territoriale qu'il met en œuvre, conduit les souverains russes à se proclamer empereur à partir d'Ivan IV le Terrible, qui est sacré donc empereur de toutes les Russies en 1547. Alors il faut voir dans cette volonté impériale l'idée que la Russie assume finalement l'héritage de l'ancien empire byzantin. L'ancien empire byzantin, l'empire romain d'Orient, disparaît en effet après 1453 et la chute de Constantinople, prise par les Turcs ottomans. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les Russes commencent à s'en dire les héritiers, notamment du fait qu'ils ont intégré, comme on l'a vu précédemment, la culture orthodoxe qui s'est mise en place au sein de l'empire byzantin. Et ainsi, le titre de tsar que les souverains russes commencent à porter eh bien, doit son étymologie au mot César. César qu'il faut comprendre ici comme étant le titre que les différents empereurs romains ont porté parmi d'autres éléments d'ailleurs de leur titulature. Ainsi, cet empire, comme tout empire, a vocation à réunir des peuples variés, et ils le sont extrêmement, ces peuples variés, compte tenu des spécificités géographiques
de cet État, du fait qu'il soit extrêmement vaste d'une part, mais qu'il possède aussi certaines régions montagneuses propices au maintien d'un certain nombre de cultures et de groupes ethniques. C'est donc un agrégat de peuples qui sont ici placés sous la tutelle russe au sein de cette Russie impériale. Mais cet empire qui peine à évoluer au XIXe siècle, alors que l'État russe est en train de se moderniser, de s'industrialiser, eh bien cet empire est victime de la Première Guerre mondiale et des révolutions qui éclatent donc en 1917, mettant fin au pouvoir du tsar qui abdique. À partir d'octobre 1917, les bolcheviks triomphent au sein de cette Russie révolutionnaire et établissent leur pouvoir, l'établissent difficilement puisqu'il va falloir qu'ils l'emportent dans une guerre civile qui va s'avérer à la fois longue et meurtrière, et alors que avec cette victoire bolchevique, eh bien finalement, la Russie perd un certain nombre de possessions territoriales, comme on le voit sur cette carte. Mais après la victoire donc de l'armée rouge dans cette guerre civile, eh bien, est créé en 1922 un nouvel État, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, au sein de laquelle eh bien, la Russie occupe une place territoriale et même politique majeure, même si officiellement l'État soviétique est un État fédéral. Bon, on le sait, dans cet État soviétique, Staline s'empare du pouvoir à partir de 1924, un pouvoir qu'il va petit à petit monopoliser, faisant évoluer l'État communiste vers un État autocratique. Et dans un premier temps, Staline fait surtout en sorte de renforcer son pouvoir au sein de l'URSS, ne renouant pas véritablement avec une politique impérialiste à l'extérieur du pays. Mais par contre, avec la Seconde Guerre mondiale et la victoire de l'URSS aux côtés des Alliés en 1945, eh bien, les ambitions de Staline peuvent se porter vers l'extérieur de l'URSS et il va donc contribuer à développer une politique impérialiste. Alors cet impérialisme se concrétise à travers l'annexion des États baltes, la tutelle également qu'exerce l'armée rouge et l'URSS sur toute une partie de l'Europe orientale, et ce dans un contexte de guerre froide qui va encourager l'URSS à développer sa puissance, notamment sa puissance militaire. Donc cette puissance soviétique se construit à proximité de l'URSS, mais aussi dans le monde entier, et c'est une puissance qui, il faut le dire, à la fin des années 70 n'apparaît pas du tout en déclin, au contraire, à l'époque c'est plutôt les États-Unis qui inquiètent. Alors néanmoins, une décennie plus tard, eh bien, le modèle soviétique montre toutes ses limites, et notamment des limites qui se matérialisent dans son incapacité à se réformer. Ainsi, Mikhail Gorbatchev, qui est au pouvoir dans l'Union soviétique à partir de 1985, essaye de lancer à travers la Perestroïka, la glasnost, un ambitieux programme de réforme, mais finalement, ce programme de réforme, qu'il ait pu être légitime ou pas, conduit à affaiblir l'Union soviétique, à affaiblir sa puissance et à provoquer finalement l'implosion du bloc de l'Est et de l'URSS elle-même. L'État fédéral soviétique disparaît ainsi en 1991 et laisse la place à 15 nouveaux États. Alors, parmi ces 15 nouveaux États, eh bien, la Russie occupe une place majeure, puisqu'elle va former avec 17 millions de kilomètres carrés un État qui reste le plus vaste au monde, perdant par rapport à l'URSS 5 millions de kilomètres carrés, ce qui est loin d'être négligeable, mais qui continue néanmoins à faire de ce pays un très vaste État. Mais par contre, par rapport à l'ancienne URSS, eh bien, la Russie doit se contenter d'une population 2 fois moins nombreuse, un peu plus de 2 fois moins nombreuse, et on conçoit ainsi que cela amoindrisse largement la puissance de la Russie par rapport à celle de l'ancienne URSS.
Alors l'URSS disparaissant, une initiative est prise néanmoins pour essayer de pérenniser les liens entre les anciennes républiques soviétiques à travers la création de la CEI, la Communauté des États indépendants. Mais cette CEI ne crée pas une structure fédérale, un État comme l'avait été l'Union soviétique d'une part, et d'autre part, elle doit voir disparaître de ses rangs trois anciennes républiques soviétiques formées par les États baltes, dont on a vu qu'ils avaient été les derniers à rejoindre l'Union soviétique, mais aussi disparaître certains membres comme la Géorgie ou l'Ukraine. Alors on anticipe un petit peu, ce processus d'union des anciennes républiques soviétiques va être relancé par Vladimir Poutine en 2014 à travers la création de l'Union économique eurasiatique qui crée finalement un cercle de proximité plus établi avec certaines des anciennes républiques soviétiques et l'actuelle Russie. Alors quoi qu'il en soit, lors de la transition qui se met en place à la fin de l'existence de l'URSS, eh bien c'est un communiste réformateur qui parvient à s'imposer à la tête de la Russie avant même que l'URSS n'implose et qui va poursuivre son règne entre guillemets à la tête de cette Russie après la disparition de celle-ci. Donc Boris Yeltsin est ainsi le premier président de la nouvelle Russie, élu en 1991 puis réélu en 1996. Boris Yeltsin est un homme politique qui veut présider à une démocratisation de l'État russe, en même temps qu'il fait en sorte de libéraliser le pays et son économie à une période où dominent les modèles néolibéraux mis en œuvre par Thatcher ou Reagan par exemple. Mais cette volonté de libéralisation va renforcer la désorganisation des structures économiques qui s'étaient déjà manifestées au temps de la perestroïka de Gorbatchev. Et dans un premier temps, ces réformes aboutissent à un appauvrissement de la Russie que l'on peut constater à travers l'évolution de son PIB que vous voyez ici. Ces difficultés économiques s'accompagnent aussi d'une crise démographique et sociale qui se manifeste par un déclin de la natalité, mais aussi par une augmentation du taux de mortalité consécutif notamment à une dégradation des systèmes de santé au sein de la Russie. Et tout ça aboutit à ce que la population russe commence à diminuer. Donc c'est une crise qui marque assez profondément la société russe, que cette crise de la transition entre l'Union soviétique et la nouvelle Russie. Et puis en parallèle, on voit exploser les inégalités au sein de cette Russie qui se libéralise, puisque une élite de milliardaires apparaît petit à petit, ce qu'on a qualifié d'oligarques, une élite de milliardaires qui se partagent une bonne partie de la fortune nationale. Vous voyez ici qu'en 2017, 101 milliardaires russes se partageaient 26% du PNB. Et en définitive, la nouvelle société russe apparaît comme probablement étant la plus inégalitaire des pays anciennement industrialisés, puisque à cette élite de milliardaires correspond aussi une masse appauvrie qui vit dans des conditions pour le moins précaires. Mais alors pourquoi parle-t-on d'oligarques ? Eh bien parce que cette nouvelle élite économique se constitue avec la complicité des autorités politiques, c'est-à-dire que c'est une élite économique qui est très largement liée aux nouvelles autorités dans un État dont la libéralisation a été finalement assez partielle, puisque l'État en Russie est toujours très présent dans l'économie, comme on le voit à travers ces graphiques qui nous montrent notamment que l'État contrôle actuellement dans le pays 70% du PIB.
Cette nouvelle élite des oligarques s'enrichit donc à travers ses relations avec le pouvoir et à travers une forme de captation des ressources nationales, ce qui a amené certains analystes à parler pour la Russie de l'existence d'une kleptocratie, hein, d'un État qui vole finalement à ses citoyens les ressources du pays pour permettre l'enrichissement de quelques-uns. Et il faut ajouter qu'à cela s'ajoute le développement d'une économie mafieuse qui peut exister notamment grâce à une forme de corruption endémique au sein de l'État russe. Enfin, à ces difficultés, il faut ajouter que l'État russe conserve une structure impériale et donc une formation multiethnique, l'ethnie russe restant l'ethnie dominante, mais étant loin d'être la seule, comme on le voit sur cette carte. De nombreux peuples cohabitent au sein de cette Russie, et certains d'entre eux vont vouloir profiter de la disparition de l'URSS pour faire valoir leurs droits, et notamment leur droit à l'indépendance. Alors certains peuples, mais en particulier l'un d'eux, le peuple tchétchène. Ainsi donc, avec la disparition de l'URSS, les Tchétchènes, qui avaient déjà été l'objet d'une répression sous Staline avec la déportation d'une bonne partie de leur population, eh bien, font valoir leur droit à un État indépendant à travers le mouvement d'un mouvement indépendantiste au sein d'un peuple qui se signale également comme étant majoritairement musulman dans un État qui est lui-même majoritairement orthodoxe, même s'il y a les Tchétchènes sont loin d'être les seuls musulmans ou les seules minorités religieuses de la Russie. Alors face à cette velléité indépendantiste, eh bien la Russie entend préserver coûte que coûte son intégrité territoriale et va se lancer dans une première guerre pour mettre fin au mouvement indépendantiste entre 1994 et 1996, une guerre qui va s'avérer relativement inefficace alors que le mouvement indépendantiste tchétchène tente à se radicaliser et également à s'islamiser en parallèle. Et puis cette Russie affaiblie à l'intérieur par ces différentes difficultés dont on vient de parler, se voit alors comme une Russie affaiblie aussi à l'extérieur et affaiblie notamment face à un Occident qui peut apparaître en expansion. C'est notamment ainsi qu'est perçue l'extension de l'OTAN qui démarre à la fin du XXe siècle. L'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc organisation stratégique créée dans le cadre de la guerre froide, rassemblant l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, sous la tutelle des États-Unis, qui apparaissent comme étant la puissance dominante. Eh bien, l'OTAN donc commence à s'étendre à de nouveaux États qui appartenaient à l'ancien bloc de l'Est à partir de 1999. Ce sont d'abord la Pologne, la Hongrie, la République tchèque qui adhèrent à l'OTAN, puis on le voit, la Roumanie, la Bulgarie et même des anciennes républiques soviétiques, en l'occurrence les 3 États baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie. Alors, cette extension de l'OTAN est particulièrement mal vécue du côté russe. Alors, y a-t-il eu un engagement oral des Occidentaux à ne pas étendre l'OTAN? On en discute. Le fait est qu'il n'y a eu aucun engagement écrit après la disparition de l'URSS. Autre élément notable, l'extension de l'OTAN sert probablement l'impérialisme américain. Alors, impérialisme étant une notion qu'il faut entendre comme étant la volonté d'un État d'exercer une forme de domination à l'extérieur de ses frontières, ce qui ne veut pas dire nécessairement une expansion territoriale. Donc si cette extension de l'OTAN peut servir l'impérialisme américain, il n'empêche qu'elle est surtout le résultat de la volonté de ces nouveaux membres d'intégrer cette alliance.
Et pourquoi les États baltes, pourquoi la Pologne, la Roumanie ont la volonté d'intégrer l'OTAN et le font savoir, comme c'est le cas de l'Ukraine aujourd'hui, même si son adhésion d'ailleurs était très hypothétique pour différentes raisons, eh bien c'est parce qu'ils craignent ces États, ils craignent l'expansionnisme russe, ils craignent la menace que fait peser sur eux, à tort ou à raison, la présence du voisin russe. Donc, le fait que l'extension de l'OTAN puisse être perçue en Russie comme une menace pour sa sécurité, eh bien, est un fait qui doit être relativisé, qui doit être nuancé, et notamment aussi parce que l'OTAN n'est pas une alliance à vocation offensive, c'est une alliance à vocation défensive. Donc, l'OTAN ne s'étend pas pour agresser la Russie, il s'étend éventuellement pour se défendre de l'impérialisme russe. Donc qu'est-ce que menace l'extension de l'OTAN? Ça menace l'impérialisme russe, ça ne menace pas la sécurité de la Russie. Alors, quoi qu'il en soit, c'est une Russie qui, à la fin du XXe siècle, se perçoit comme affaiblie, affaiblie face à l'extension de l'OTAN, affaiblie aussi face à l'affirmation de l'Union européenne. Il faut se rappeler que c'est une époque où l'Union européenne se crée suite au traité de Maastricht de 1992, alors même si en réalité il s'agit de la poursuite du processus de construction européenne qui s'était mis en place dès 1951-1957 avec création de la CECA et de la CEE. Et en attendant, cette Union européenne, non seulement s'affirme à travers cette volonté d'union politique mise en scène par le nom, même si la réalité est tout autre, mais aussi donc une Union européenne qui s'étend, et qui s'étend à des nouveaux États, dont là aussi les États baltes, anciennes républiques soviétiques. Tout ça fait percevoir à la Russie une forme d'affaiblissement, une forme d'humiliation qui peut nourrir des rancœurs et des frustrations. Alors, c'est dans ce contexte qu'arrive au pouvoir en 1999, d'abord comme chef du gouvernement, Vladimir Poutine, qui est alors un quasi inconnu, en tout cas pour les Russes, et c'est lui qui finit par s'imposer avec la bénédiction de Yeltsin et des oligarques comme le successeur de ce dernier, qui voit son pouvoir confirmé par une élection présidentielle, et dès lors, Vladimir Poutine entreprend de reconstruire la puissance russe.